Après 20 années passées à errer dans les rues, Elina Hartwell se tenait enfin devant les lourdes grilles en fer forgé du manoir Hartwell. Elle n'avait que 38 ans, mais son visage portait déjà la fatigue d'une vie entière, et ses yeux, d'ordinaire vifs, semblaient ce soir-là habités par une appréhension presque sacrée. Devant elle, son ancienne maison d'enfance se dressait comme une cathédrale abandonnée, envahie de lierre, de ronces et d'ombres, un monument déchu, rongé par le temps et les secrets. Les fenêtres brisées reflétaient les nuages d'orage qui s'amoncelaient au-dessus de la colline, donnant l'impression que la demeure l'observait à travers de vastes orbites creuses. À ses pieds, Rusty, un golden retriever croisé, au pelage terne et parsemé de blanc, gémit doucement, le museau tourné vers les murs décrépits. Comme si lui aussi sentait le poids des souvenirs emprisonnés dans ses pierres. Elena posa ses doigts sur la serrure rouillée. Celle qu'il avait tenue à distance durant 2 décennies. Les avocats chargés de la succession lui avaient annoncé que le manoir lui revenait désormais. Elle était la dernière des Hartwell. L'héritière d'un empire fané. Mais franchir le seuil donnait l'impression de profaner un tombeau. La famille qu'il avait rejetée n'était plus de ce monde. Ne restait qu'un parfum de scandale. Des silences empoisonnés et une maison peuplée de fantômes dont elle portait encore les cicatrices. Lorsqu'elle poussa les lourdes portes de chêne, un souffle de poussière s'échappa comme un soupir. Ancien. Dans les rayons obliques du jour mourant, les grains flottants semblaient des âmes prisonnières réveillées par sa présence. Elle sentit son cœur se serrer. Quel secret familial avait été suffisamment important ou suffisamment monstrueux pour qu'on sacrifie la vie d'une jeune femme afin de le protéger? L'odeur qui l'accueillit était celle de 20 ans d'abandon, poussière. Bois pourri, humidité stagnante. Elena avança d'un pas hésitant, ses baskets usées glissant sans bruit sur le marbre terni qui, autrefois, brillait sous les pas des élites locales. Rusty la suivit de près, ses griffes cliquetant contre la pierre, ses oreilles dressées, vigilantes. Sous des draps blancs jaunis s'esquissaient les silhouettes de meubles anciens, semblables à des fantômes assoupis. La main d'Elena trembla lorsqu'elle saisit le premier tissu pour le retirer. Une bouffée de poussière s'envola, révélant le bureau d'écriture de sa mère, un meuble en acajou finement sculpté. Aujourd'hui marqué par des taches d'eau et des griffures, témoin d'années d'oubli. Elle effleura les bords gravés, se souvenant des après-midi à observer sa mère rédiger des invitations élégantes. Pour des dîners, des galas de charité, des fêtes où les Hartwell régnaient en maître. Le hall d'entrée s'étendait devant elle avec sa majestueuse cage d'escalier qui montait en une courbe élégante. Vers des étages avalés par les ténèbres. Les portraits des anciens Hartwell encadraient les murs, leurs regards sévères semblant suivre la progression d'Elena, comme s'ils jugeaient son retour. Pourtant, quelque chose clochait. Le plus grand tableau, celui de son grand-père, Harrison Hartwell, pendait de travers. 3 profondes entailles lacéraient la toile, déchirant son visage peint. Comme si quelqu'un avait voulu lui arracher les yeux. Elena s'approcha, le souffle court, examinant les blessures infligées au portrait. Qui avait fait cela? Et pourquoi? Harrison avait été un pilier de la communauté, un homme respecté en politique comme dans les affaires. Pourtant, quelqu'un avait ressenti le besoin de mutiler son effigie. Rusty, nerveux, émit un petit gémissement et tira légèrement sur sa laisse en direction de la bibliothèque, dont les portes restaient entr'ouvertes. Le comportement du chien avait changé depuis leur entrée. Lui, si d'ordinaire joyeux et sociable, était devenu tendu, concentré. Il tournait brusquement la tête vers des sons qu'Elena n'entendait pas, flairait dans l'air des odeurs qui semblaient lui hérisser le poil. « Qu'y a-t-il, mon grand » murmura-t-elle en le suivant. La bibliothèque avait été son refuge, enfant. Elle s'y cachait pour lire pendant des heures, baignée par la lumière dorée qui entrait des hautes fenêtres. Aujourd'hui, la pièce n'était qu'un sanctuaire d'ombre, les rayons chargés de livres semblaient boire la lumière. Rusty traversa la pièce d'un bond et alla gratter le muret, les pattes obstinées. Elena retira un drap de poussière couvrant un fauteuil à oreilles et s'y laissa tomber. Le simple contact du tissu élimé raviva un flot de souvenirs. Elle revit son 18e anniversaire, célébré ici même. Le manoir brillait alors de 1000 feux, rempli de rires et de musique. La salle était bondée des familles les plus influentes de la ville. On célébrait l'héritière Hartwell. Future figure de la haute société. Elle portait ce soir-là un collier de perles ayant appartenu à sa mère, et une robe bleu nuit qui la faisait se sentir comme une princesse de conte.
C'était la dernière fois qu'elle se souvint de s'être sentie heureuse. Sûre. Aimée. 3 jours plus tard, tout avait volé en éclats. Les accusations avaient frappé avec une brutalité dévastatrice. Brutale, infondée, mais efficace. Sa réputation détruite, sa famille brisée, son innocence balayée par un scandale orchestré avec une précision chirurgicale. Ses parents étaient passés du regard. Fiers à la honte, puis à quelque chose de pire, la déception. Une déception glaciale qui avait anéanti son monde plus sûrement que n'importe quelle colère. Le grattement de Rusty devint frénétique. Elena se leva, posa la main contre le panneau de bois. Le son était différent ici creux. Comme s'il y avait un espace derrière. Elle se pencha, cherchant des lignes, des joints, des irrégularités. Le bois avait une texture différente, le grain semblait orienté autrement. Et là, presque invisible, une ancienne découpe la forme effacée d'une porte dissimulée. Un fracas soudain retentit au fond de la maison. Rusty se figea. Elena aussi. Elle retint son souffle. Écouta. Aucun pas. Aucun murmure. Juste les craquements du vieux bois, les plaintes du vent passant dans les fissures. Probablement une branche qui est tombée, tenta-t-elle de se convaincre. Mais la faiblesse de sa voix la trahit. Rusty reprit son inspection du mur, ses yeux tournés vers elle avec une urgence. Presque humaine. Elle avait appris à lui faire confiance. Combien de fois l'avait-il alerté d'un danger quand il vivait dans les rues? Combien de fois ses instincts avaient-ils sauvé sa vie? Elle posa une main rassurante sur son dos, mais le chien, déterminé, gratta de nouveau. Cette fois, sa griffe accrocha un point précis, un clic ténu résonna. Un mécanisme venait de bouger. La nuit tomba, lourde et froide, enveloppant le manoir. Dans sa vieille chambre d'enfance, Elena dormit mal, hantée par chaque craquement, chaque plainte des murs. La maison semblait chuchoter dans le noir, comme si elle lui rappelait sans relâche la honte qu'elle avait fui. Rusty aussi avait mal dormi, relevant souvent la tête pour fixer un point invisible sur le mur, comme s'il percevait des conversations murmurées à travers les cloisons. Le matin, une lumière blafarde filtra à travers les vitres sales, révélant l'étendue de la décrépitude. Dans la cuisine, le temps semblait s'être figé. Depuis 20 ans. Les toiles d'araignée tombaient des coins comme des voiles mortuaires. Une épaisse couche de poussière couvrait le mobilier. Le réfrigérateur, entrouvert, avait son intérieur recouvert de moisissures brunâtres. Elena resta un long moment immobile, les mains crispées sur le comptoir. Elle respirait difficilement, écrasée par le poids du passé. Car sous ces murs, sous cette poussière, parmi ses souvenirs, quelque chose attendait. Un secret enseveli. Une vérité qui, si elle devait être révélée, avait été jugée suffisamment dangereuse pour briser une vie entière. Et désormais, c'était à elle de l'affronter. Le vieux poêle à bois, malgré sa carcasse rouillée et son ventre affaissé, gardait encore une lueur de promesse. Elena réussit à en tirer une petite flamme, fragile mais tenace, qui répandit une chaleur bienvenue dans la pièce glaciale tandis qu'elle attendait que l'eau frémisse dans la bouilloire cabossée retrouvée au fond d'un placard. La maison semblait encore figée dans un froid spectral, comme si 20 ans d'abandon avaient gelé jusqu'au souvenir. Pour tenter d'échapper au poids qui s'accumulait déjà sur sa poitrine. Elena se dirigea vers le coin repas où sa famille avait jadis partagé tant de petits déjeuners bruyants et insouciants. Sur le rebord de la fenêtre reposait une boîte à musique qu'elle reconnut. Immédiatement. Le bleu vif de l'émail, autrefois éclatant, n'était plus qu'un souvenir craquelé. Du bout des doigts, elle en effleura les motifs effacés avant de tourner la petite clé en métal. Le geste fit trembler sa main. Aucune note ne jaillit, seulement un silence creux, impitoyable. Le mécanisme délicat qui autrefois fredonnait sa berceuse préférée s'était tu pour toujours. Devenue victime du temps et de l'indifférence. Elle revit sa mère, chaque soir, s'asseoir près d'elle, remonter la clé avec douceur, puis lui déposer un baiser sur le front. La mélodie s'était jadis glissée entre ses rêves comme un pont de lumière. Maintenant, le silence semblait se moquer de l'enfant qu'elle avait été, si convaincue que demain apportait toujours quelque chose de meilleur. Le gémissement obstiné de Rusty, son vieux compagnon à 4 pattes, la ramena brusquement au présent. Le chien, revenu à son étrange poste de garde près du mur et de la bibliothèque.
grattait le bois avec une insistance nouvelle. À la lumière du jour filtrant à travers les rideaux poussiéreux, Elena distingua des marques fines, presque effacées, où ses griffes avaient déjà laissé leur empreinte. Le lambrissage ici différait du reste de la pièce, le grain du bois semblait changer subtilement, comme si cette section avait été remplacée bien longtemps après la construction initiale. Elle allait inspecter de plus près quand un coup sec résonna à la porte d'entrée. Par la petite fenêtre du hall, Elena aperçut une silhouette familière, une femme âgée se tenait sur le perron, son chignon d'argent soigneusement maintenu sous un chapeau noir. C'était Mrs. Patterson, la voisine du domaine d'un accent grave côté. Elle n'avait presque pas changé, malgré les 20 années écoulées où. Peut-être était-ce Elena qui projetait sur elle l'image figée de son passé. Elena Hartwell, déclara la vieille femme dès que la porte s'ouvrit, sa voix lourde de décennies de jugement retenu. J'ai entendu dire que vous étiez revenu. Dans les petites villes, les nouvelles voyagent vite et les scandales, encore plus. Le regard perçant de Mrs. Patterson, aussi tranchant que le givre d'un matin d'hiver, n'avait rien perdu de sa capacité à sonder les âmes. Je suppose que vous en savez quelque chose, ajouta-t-elle sèchement. Une chaleur brûlante monta dans le cou d'Elena. Ce même mélange de honte et d'humiliation qu'elle croyait avoir enterré pour toujours. Elle sentait à nouveau le poids invisible de son ancienne disgrâce, prêt à l'écraser comme autrefois. Je suis désolé pour vos parents, reprit Mrs. Patterson, sa voix se radoucissant légèrement. Une tragédie, cet accident. Même si certains disent que, eh bien, ce n'était pas totalement surprenant. Elena fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Votre père buvait beaucoup, ces dernières années. La culpabilité, sans doute, après, tout ça. Et puis, vous savez, il y a toujours eu des murmures. Certains ont prétendu que cette histoire n'était jamais très claire. Votre famille avait des ennemis, des gens qui auraient pu tirer profit de votre chute. Le cœur d'Elena s'accéléra. Quels ennemis? Des rivaux d'affaires. Des membres de votre propre famille, aussi, qui avaient leur petite idée sur l'héritage. Votre cousin Marcus, par exemple, toujours très intéressé par cette propriété. Elena sentit son ventre se nouer. Marcus Hartwell. 10 ans de plus qu'elle. Toujours jaloux de la place que ses parents occupaient dans la communauté. Toujours souriant sans la moindre chaleur derrière les yeux. Il a essayé de revendiquer la maison, poursuivit Mrs. Patterson. Avec des avocats venus de la ville, rien que ça. Je l'ai vu traîner par ici plus d'une fois ces dernières années. Je me suis toujours demandé ce qu'il cherchait. Vous devriez peut-être vérifier si quelque chose a disparu, ou si quelque chose a été ajouté. Lorsque la vieille femme s'éloigna, Elena resta immobile dans le couloir, le souffle coupé. Marcus avait pénétré dans la demeure familiale. Il s'était promené dans ses pièces comme un vautour fouillant des ossements. Mais qu'espérait-il trouver? Et pourquoi les paroles de Mrs. Patterson résonnaient-elles comme des fragments d'un puzzle dont elle ignorait encore la forme? Le nouvel accès de jappement de Rusty la fit sursauter. Dans la bibliothèque, il grattait frénétiquement l'endroit exact où le lambrissage semblait différent. Comme si la mention d'intrus avait réveillé en lui un instinct protecteur plus aigu. Encore. Elena s'accroupit, passa la main sur le bois rayé, et sentit soudain, sous ses doigts, une cavité minuscule qu'on aurait pu manquer à moins de la chercher. Lorsqu'elle appuya, un déclic étouffé résonna dans la paroi. Avant qu'elle ne puisse explorer plus avant, son estomac protesta violemment, elle n'avait rien mangé depuis la veille. La cuisine ne contenait plus que poussière et excréments de rongeurs. À contre-cœur, elle comprit qu'elle devait aller acheter des provisions en ville, un retour qu'elle redoutait depuis le premier instant où elle avait franchi les grilles du manoir. Rusty trottait à ses côtés lorsqu'elle franchit le portail. La route menant à Hartwell Manor n'avait pratiquement pas changé. De même que la petite ville qui s'étendait au loin. Les vitrines ternies bordaient encore Main Street, la flèche de l'église dominait toujours les maisons, et sans doute les commères de la vieille époque s'asseyaient elles toujours aux mêmes endroits. Pour décortiquer la vie des autres. En entrant dans l'épicerie, un silence immédiat tomba. Les conversations se figèrent, suspendues comme des fils rompus. Tous les regards convergèrent vers elle. Cette femme à l'allure fatiguée, vêtue d'un manteau élimé, qu'on avait autrefois vu sortir des salons les plus prestigieux.
Elle se força à ignorer les murmures qui glissaient derrière son dos comme des serpents prêts à mordre, et ramassa l'essentiel, pain, conserve, thé, savon. Elle avait l'impression que chaque pas résonnait comme une confession. À peine sortie, elle tenta de se réfugier dans un coin discret du dîner de Murphy. Mais le bruit des conversations lui parvenait, délibérément amplifié pour qu'elle entende. Quelle audace, revenir ici comme si de rien n'était. 20 ans dehors, on sait tout ce que ça veut dire. Sa famille a toujours été pourrie, de toute façon. Helena remua son café, mais ses mains tremblaient trop pour masquer sa peine. Puis une voix, plus dure que toutes les autres, transperça ses défenses. Ma fille était dans sa classe quand c'est arrivé. Elle en porte encore les cicatrices. Une trahison pareille, c'est impardonnable. Helena sentit son souffle se briser. Martha en l'est. La mère de Sarah. Sa Sarah. Celle qui, autrefois, lui tenait la main dans la cour de l'école. Celle qui l'avait regardé avec dégoût le jour où tout s'était effondré. Elle a volé l'argent du fonds de l'église, expliqua Martha à une table voisine, d'une voix ferme et satisfaite. Des milliers de dollars destinés à l'orphelinat. Pour acheter de la drogue et organiser des soirées. Son propre père a trouvé les preuves dans sa chambre. La tasse d'Helena cliqueta contre la soucoupe. 20 ans plus tard, l'accusation avait encore la puissance d'un coup de poignard. Elle n'avait jamais volé quoi que ce soit. Jamais touché à la drogue. Jamais organisé la moindre soirée. La vérité, sa vérité, avait été balayée par un mensonge. Parfaitement orchestré. Et maintenant, dans cette ville figée dans son passé, même le silence semblait lui murmurer qu'elle n'était pas revenue par hasard, mais pour déterrer, enfin, ce que d'autres avaient enterré à sa place. Les preuves avaient toujours été là, accablantes et indiscutables, découvertes par son propre père lors d'une confrontation en larmes qui avait brisé leur deux cœurs. Helena s'était enfuie en laissant quelques billets sur la table, Rusty trottant à ses côtés avec sa loyauté habituelle tandis que des regards curieux suivaient leur départ. Dehors. Elle s'était appuyée contre un lampadaire, tentant de retrouver son souffle, comme si l'air lui manquait soudain. La honte, elle, n'avait pas vieilli. Elle restait vive, brûlante, aussi douloureuse qu'il y a 20 ans. L'injustice avait gardé la même saveur amère. C'est à la bibliothèque municipale qu'Helena trouva refuge, entre les rayonnages silencieux. La nouvelle bibliothécaire, Madame Chen. Une femme au visage doux qu'Helena n'avait jamais connu auparavant, l'accueillit avec une courtoisie neutre d'un soulagement pour quelqu'un qui avait trop longtemps été regardé avec hostilité. Helena demanda accès aux archives des journaux, déterminée à affronter l'ampleur complète de son humiliation publique. Les titres qu'elle découvrit étaient pires que dans ses souvenirs. Hartwell Iris démasquée, une voleuse au cœur d'une famille en disgrâce. Un scandale de fonds paroissiaux ébranle la communauté. Chaque article la décrivait comme une enfant gâtée issue de riches lignées, coupable d'avoir détourné de l'argent destiné aux plus vulnérables. Les détails étaient précis, dévastateurs et entièrement faux. Pourtant, à mesure qu'elle lisait plus attentivement, des fissures apparaissaient dans le récit. Les dates ne correspondaient pas à ses souvenirs. Certains témoins affirmaient avoir vu des choses impossibles. Un article citait même un guichetier affirmant l'avoir vu retirer des fonds au nom de l'église dans une banque où elle n'avait jamais mis les pieds de sa vie. « Vous trouvez ce que vous cherchez » demanda Madame Chen, surgissant près de sa table. « J'essaie seulement de comprendre ce qui s'est réellement passé, il y a 20 ans, » répondit Helena, la voix à peine audible. La bibliothécaire regarda les journaux étalés devant elle, et son regard s'adoucit. Parfois, la vérité se retrouve ensevelie sous des voix plus fortes. Mais elle finit toujours par remonter à la surface. Ce soir-là, de retour au manoir, Helena s'installa dans le bureau de son père, entourée de registres financiers couverts de poussière. Rusty avait repris sa place habituelle contre le mur de la bibliothèque, émettant de temps en temps un gémissement inquiet, comme frustré par une présence invisible. Helena tenta de se concentrer sur les vieux livres de comptes, cherchant des indices sur les finances familiales à l'époque du scandale. C'est dans un tiroir qu'elle trouva quelque chose qui glaça son sang, un article de journal qui ne figurait pas dans les archives publiques. Plus ancien. Plus discret. Il évoquait des irrégularités comptables dans la même banque où les preuves contre elle avaient soi-disant été découvertes.
Le guichetier qui avait témoigné contre elle y était mentionné, renvoyé quelques mois après son exil pour falsification de documents. Quelqu'un avait fabriqué des preuves. Quelqu'un avait payé des témoins. Quelqu'un avait saboté sa vie avec une précision méthodique. Elena serra le papier entre ses doigts tremblants. 20 ans d'autodoute s'écrasaient autour d'elle, se fissurant sous le poids de cette révélation. Elle n'avait jamais été coupable. Pas un instant. La véritable question maintenant était, qui avait été assez rusé, assez motivé, et assez cruel pour détruire la vie d'une jeune fille de 18 ans? Ses pensées dérivèrent vers un matin glacial de février, 3 ans plus tôt. C'était la première fois qu'elle avait aperçu le chien, ce mélange de golden retriever aux oreilles marquées par d'anciennes blessures recroquevillées derrière un refuge du centre-ville. Elle attendait elle-même le petit déjeuner, l'estomac noué par la faim, quand elle remarqua sa silhouette tremblante dans la ruelle. Malgré sa maigreur, sa queue avait remué doucement lorsqu'elle s'était approchée. Il est là depuis des jours, lui avait dit une autre femme sans abri. La fourrière n'arrive jamais à l'attraper. C'est un malin. Elena avait partagé avec lui son maigre repas. Il avait mangé avec la précaution affamée de ceux qui ne savent jamais quand viendra leur prochaine chance. Un vieux collier de cuir entourait son cou. La médaille, cabossée par le temps, ne portait qu'un mot, Rusty, ainsi qu'une adresse menant à une maison abandonnée. Comme elle, il avait été rejeté du seul foyer qu'il avait jamais connu. On dirait qu'on est deux, mon grand, deux perdus, avait-elle murmuré. Et à partir de ce jour, il ne s'était plus jamais quitté. Rusty lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Son Wi-Fi l'avait prévenu des descentes de police dans les camps improvisés. Il l'avait éloigné de ruelles où rôdaient violence et désespoir. Durant les nuits d'hiver les plus cruelles, lorsque les abris débordaient, sa chaleur contre elle l'avait protégé du froid mordant. Mais au-delà de la survie, Rusty lui avait offert quelque chose de plus profond, une raison de continuer. Avoir un être vivant qui comptait sur elle l'avait empêché de sombrer lorsqu'elle n'avait plus la force de croire en elle-même. Sa fidélité absolue lui rappelait qu'un amour sans condition, sans jugement, existait encore, même après les trahisons humaines qui avaient brisé sa confiance. À présent, en le regardant gratter obstinément le mur de la bibliothèque, Elena retrouvait cette même détermination farouche qui les avait maintenus en vie. Depuis la découverte de l'article compromettant, Rusty semblait avoir redoublé d'urgence, comme s'il sentait que des réponses se cachaient juste derrière ce mur. Elena s'agenouilla à côté de lui, posa son oreille contre le panneau qu'il griffait. Le bois sonnait creux, très différent de la solidité des autres murs. En tapotant doucement avec ses jointures, elle entendit un écho révélateur. « Qu'est-ce que tu veux me montrer, mon garçon ?» Rusty s'arrêta, leva vers elle ses yeux bruns où brillait toujours cette intelligence presque humaine, puis recommença avec vigueur. Ses griffes trouvèrent un minuscule interstice entre deux panneaux, et Elena entendit un léger clic, le même qu'elle avait perçu la veille, sauf que cette fois, elle était prête. Elle explora la jointure du bout des doigts, cherchant un mécanisme caché. Le bois avait effectivement été remplacé ou modifié à un moment donné. Dans le bureau de son père, Elena avait trouvé les plans originaux du manoir, datant de 1890, lorsque son arrière-arrière-grand-père l'avait fait construire. Elle étala les feuilles jaunies sur le bureau et compara le schéma de l'époque à sa mémoire des lieux. Le décalage était subtil, mais indéniable. Selon les plans, la bibliothèque aurait dû s'étendre plus à l'est, incluant une pièce supplémentaire, simplement nommée cabinet privé. Mais dans la réalité, la bibliothèque s'arrêtait net contre le mur que Rusty tentait de déchiffrer. Une pièce entière avait donc disparu de la configuration de la maison. Elena mesura soigneusement les distances à l'aide de la vieille règle en bois de son père, la pièce manquante devait mesurer environ 4 mètres sur presque 5, suffisamment grande pour servir de bureau ou de salle d'archives. Pourquoi quelqu'un aurait-il muré un espace aussi précieux? Et quand cela avait-il été fait? Poussant plus loin ses recherches, elle trouva des permis de construire datant de 1952, l'année où son grand-père avait hérité de la demeure. Les documents mentionnaient des modifications intérieures et des travaux de mise en sécurité, un terme suffisamment vague pour cacher à peu près n'importe quoi. La vérité, pensa Elena, ne se cachait probablement pas dans les journaux, ni dans les registres poussiéreux, mais bien derrière ce mur.
là où quelqu'un avait voulu l'enfermer il y a des décennies. Et Rusty, fidèle compagnon, avait senti ce que ses yeux n'avaient pas su voir. Elle posa la main sur la tête du chien, émue. On va découvrir ce qu'ils nous ont caché, je te le promets. Pour la première fois depuis 20 ans, la honte laissée dans son sillage n'était plus un poids qui l'écrasait. Elle devenait un feu. Une flamme brûlante qui éclairait un chemin. Celui de la vérité. Celui de sa rédemption. Celui de justice. Et avec Rusty à ses côtés, Elena comprit qu'elle n'était plus seule pour affronter les fantômes du passé. Elle allait ouvrir ce mur, pièce par pièce, mensonge par mensonge jusqu'à ce que la lumière pénètre enfin dans la chambre oubliée, et dans sa vie. L'allusion voilée dans les documents, un langage vague pouvant couvrir une multitude de changements n'aurait peut-être remué aucun souvenir chez une autre personne. Mais pour Elena, le simple fait que tout converge vers l'année 1952 résonnait comme un signal. Cette année-là avait été un tournant, une période de bouleversement pour la famille Hartwell, comme le laissaient entendre les lettres anciennes qu'elle avait retrouvées, soigneusement nouées d'un ruban, dans un tiroir oublié du bureau de sa mère. Alors qu'elle tentait de démêler les fils de ces révélations, Rusty surgit dans l'encadrement de la porte du bureau, la queue battant avec une excitation fébrile. Il trottina vers la bibliothèque, s'arrêtant régulièrement pour vérifier qu'elle le suivait. Son message était limpide, il avait découvert quelque chose d'important. Dans la bibliothèque, Elena comprit aussitôt ce qui avait attiré son attention. L'un des panneaux inférieurs montrait une légère perturbation, une différence subtile dans la poussière, comme s'il avait été déplacé récemment pas dans un passé lointain, mais au cours des dernières années. En appuyant dessus, elle sentit le panneau bouger. Il n'était pas fixé à l'ossature du mur. Derrière la planche disjointe, la lumière de sa lampe révéla une ouverture étroite, juste assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. Un souffle d'air fraissant échappait, chargé d'odeurs de vieux bois, mais aussi d'un parfum plus troublant, une présence humaine récente, ténue mais indéniable. Elle étala alors au sol les plans originaux de la maison. Datant de 1890, et les maintint ouverts avec de lourds volumes pour éviter qu'ils ne s'enroulent. Les dessins, tracés à la main avec une précision d'architecte visionnaire, dévoilaient des détails fascinants sur la demeure rêvée par son arrière-arrière-grand-père. Ce qu'elle venait de découvrir n'était pas un simple espace perdu dans les méandres du manoir, c'était une pièce secrète. Soigneusement pensée, dissimulée, dotée de multiples accès et d'un réseau d'aération intégré. Les plans laissaient deviner un enchevêtrement de passages sinueux glissant entre les murs. Conçu pour permettre la circulation invisible d'êtres humains. Rien de fortuit, tout indiquait une intention de cacher, de protéger, dès l'origine. Cherchant à comprendre, Elena fouilla dans les dossiers laissés par son père et sortit un journal relié de cuir, aux pages jaunies, rempli de l'écriture appliquée de son arrière-arrière-grand-père. Les premières lignes dataient de 1889. Juste avant le début des travaux du manoir. Elle lut, les plans doivent comprendre des aménagements pour nos invités particuliers. Catherine insiste, nous ne pouvons refuser l'asile à ceux qui cherchent la liberté. Mais nous devons les protéger, eux autant que nous. Chaque jour, les autorités deviennent plus suspicieuses. La gorge d'Elena se serra. Les implications étaient bouleversantes. Ses ancêtres n'avaient pas seulement été de riches propriétaires terriens très respectés, ils avaient discrètement participé au réseau clandestin permettant aux esclaves en fuite de gagner le Nord. La pièce secrète n'était pas un refuge accidentel oublié par le temps, c'était un sanctuaire délibérément conçu pour sauver des vies, au péril de la leur. Plus loin. Les journaux décrivaient une organisation d'une sophistication inattendue. Catherine Hartwell, son ancêtre, coordonnait discrètement un passage sécurisé pour les fugitifs. Les couloirs secrets permettaient de se déplacer sans croiser les domestiques ni attirer l'attention des visiteurs imprévus. La pièce cachée était équipée de provisions, d'eau, de couvertures, de médicaments essentiels. Une entrée datée de 1863 glaça Elena. Nous avons reçu un avertissement. Les autorités nous soupçonnent. Catherine a décidé de sceller la pièce jusqu'à ce que le danger passe. L'entrée demeurera en place, mais plus personne ne doit savoir. Trop de vies dépendent de notre discrétion. Des dessins architecturaux accompagnaient cette décision, des faux murs soigneusement façonnés pour se fondre dans l'existant, une entrée camouflée dans le décor,
parfaitement utilisable, mais invisible à quiconque ignorait le secret. Rusty gémit doucement près du panneau disjoint, comme s'il percevait l'importance des révélations que sa maîtresse était en train d'assembler. Équipée de sa lampe, Elena prit une profonde inspiration et se glissa dans l'ouverture. Ce qu'elle découvrit là fit Jeannette. La pièce semblait intacte, figée dans le temps, comme si personne n'y était entré depuis 1863. Des meubles drapés de tissu blanc occupaient l'espace, des étagères remplies de livres couvraient les murs jusqu'au plafond. L'air sentait le cuir ancien, la poussière et le bois séché, mais une autre odeur se mêlait à ces parfums oubliés, celle, fraîche, d'une présence récente. En retirant les draps, elle révéla un bureau d'écriture, plusieurs chaises, et un petit lit recouvert d'un patchwork manifestement confectionné à la main. Un cahier ouvert reposait sur le bureau. Rempli de noms et de dates, son dernier registre datant de 1863. Mais ce fut en fouillant plus profondément qu'Elena sentit son cœur s'accélérer. Derrière les meubles anciens, elle trouva des objets modernes, une lampe à batterie, des bouteilles d'eau, et surtout, un ordinateur portable enveloppé dans du plastique protecteur. Quelqu'un venait ici régulièrement. Quelqu'un avait transformé ce lieu sacré, le refuge de vie menacé, en quartier général secret. Le laptop était verrouillé, mais à côté, des piles de papiers récents portaient une écriture familière. Des documents financiers. Des courriers juridiques. Et des lettres signées de la main de son cousin Marcus. Au fil des pages, un schéma glaçant éclata au grand jour, Marcus détournait de l'argent du patrimoine familial. Depuis des années, utilisant sa position pour alimenter discrètement ses comptes personnels. Mais ce n'était pas tout. Un court mot manuscrit, rédigé de sa plume reconnaissable entre mille, fit courir un frisson glacé le long de l'échine d'Elena. Phase 1 accomplie. Réputation détruite. Parents isolés. Maintenir la pression jusqu'au transfert final des propriétés. 20 ans de préparation impossible d'échouer maintenant. Elle s'effondra sur une chaise victorienne, les mains tremblantes. La vérité la submergea d'un seul coup, Marcus avait tout orchestré. Sa disgrâce. L'humiliation publique. Le déshonneur de ses parents. Et peut-être même leur mort, que tous avaient cru accidentelle. 20 années à tisser une toile, à manipuler, à détruire méthodiquement sa vie. Pour accaparer l'héritage Hartwell. Rusty la rejoignit, ayant lui aussi glissé dans la pièce. Son poil se hérissa lorsqu'il renifla les objets modernes, comme s'il détectait l'empreinte malfaisante de celui qui avait profané un lieu autrefois dédié au salut. Avec des gestes précis, Elena photographia chaque élément. Chaque document. Chaque preuve. Pour la première fois depuis des décennies. Elle tenait de quoi laver son nom et condamner Marcus. Mais une pensée glaciale l'assaillit soudain. Si Marcus avait utilisé cet endroit régulièrement, il finirait par revenir. Et lorsqu'il constaterait que sa tanière avait été fouillée, il comprendrait tout. Sa venue n'était qu'une question de temps. Elle devait agir immédiatement. Le contenu du bureau clandestin était accablant. Mais encore fallait-il l'extraire prudemment, le copier, le sécuriser. Elle se rendit au sous-sol chercher la vieille caisse à outils de son père, toujours impeccablement rangée. Elle en sortit un marteau solide, puis remonta vers le mur où Rusty avait, dès le départ, identifié la cavité. Pour révéler la pièce au monde police, juriste, enquêteur, il faudrait une entrée convenable. Pas un passage étroit forcé entre deux planches. Elena tapota le mur avec une patience méthodique, cherchant l'endroit exact où percer. Rusty s'assit près d'elle, parfaitement immobile. Comme un chien conscient d'être présent à un moment décisif. Elena respira profondément. Elle était prête. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle sentait que la vérité allait enfin briser la cage où Marcus l'avait enfermée. Et que cette maison, leur maison, allait redevenir ce qu'elle avait été, un refuge, une source de justice, un lieu de mémoire et de courage. Les panneaux de bois. À cet endroit précis, différaient nettement du reste de la pièce. Leur couleur était plus vive, leur grain moins marqué par les décennies. Tout indiquait qu'ils avaient été installés bien après la construction originale, sans doute vers 1863, lorsque la chambre secrète avait été définitivement scellée. Derrière, Elena savait que se trouvait la structure d'origine, un mur plus ancien. Plus fragile peut-être,
mais aussi plus facile à ouvrir sans compromettre le contenu précieux de la pièce dissimulée. Elle leva son marteau et commença à frapper avec une minutie presque chirurgicale, chaque petit coup mesuré avec la prudence d'une restauratrice d'art. Elle ôtait le bois morceau par morceau, révélant peu à peu la paroi véritable. Le travail avançait lentement, rythmé par des éclats de bois et des respirations retenues, mais elle n'avait pas le luxe de se précipiter, ce qui se trouvait derrière ces murs appartenait à un passé fragile qu'elle refusait de briser. Rusty, fidèle sentinelle, observait la scène à distance. De temps à autre, il laissait échapper un petit gémissement, comme s'il cherchait à l'encourager ou la mettre en garde. Helena sentait son cœur cogner dans sa poitrine. À mesure qu'elle dégageait le mur, les révélations de la journée tourbillonnaient dans sa tête, les documents de Marcus, ses papiers glaciaux. S'étalait, noir sur blanc, la preuve qu'il avait méthodiquement planifié sa destruction depuis qu'elle avait à peine 18 ans. Le scandale du fond de l'église, elle avait longtemps voulu croire qu'il s'agissait d'un malentendu, d'un concours de circonstances malheureuses. Mais non, il avait été la première pièce d'un piège patiemment construit, la première note d'une symphonie de trahison, qui s'était étendue sur des décennies. Ce n'était pas un hasard, ni une opportunité qu'il avait saisie au vol, c'était un plan. Tout avait été pensé pour l'écarter de son héritage. Un craquement sec retentit, le panneau céda un peu plus, révélant enfin un espace sombre. Un souffle d'air frais s'en échappa, chargé d'effluves de vieux livres, de cuir ancien, des odeurs qui appartenaient à la chambre préservée. Mais il y avait quelque chose d'autre, une note insolite qui ne devait pas être là, quelque chose d'aigre, de moderne, d'inquiétant. Une odeur de cigarette. Fraîchement consumée. Le sang d'Helena se glaça. Son marteau resta suspendu dans les airs. Cette odeur ne pouvait signifier qu'une seule chose, quelqu'un s'était tenu dans cette pièce récemment. Très récemment. Et si ce quelqu'un était Marcus, alors il pouvait encore s'y trouver. Elle posa son oreille contre l'ouverture, tentant de percevoir le moindre mouvement, la plus petite respiration. Rien. Un silence si complet qu'il semblait fabriqué, trop parfait, trop maîtrisé. Cela ne la rassura en rien. Peut-être attendait-il simplement qu'elle passe la tête à l'intérieur. Peut-être. Préparait-il une embuscade? Rusty, lui, n'avait aucun doute, un grondement rauque monta dans sa poitrine, ses poils se hérissèrent tandis que son regard restait fixé sur l'ouverture. Ce que son instinct percevait derrière le mur n'avait rien d'inoffensif. Helena resserra sa prise sur le marteau. D'une série de coups plus francs, elle élargit le passage jusqu'à pouvoir se glisser dans la chambre secrète. L'espace qui s'offrit à elle semblait vide, mais l'odeur de fumée y était plus forte encore. Sur un bureau ancien, un cendrier débordait de mégots encore tièdes. Un ordinateur portable était allumé, son écran diffusant une lumière blafarde dans la pénombre. Une présence récente. Une présence qui aurait pu revenir à tout moment. Elle dégaina son téléphone, tentant de stabiliser ses mains tremblantes tandis qu'elle photographiait chaque document étalé sur le bureau. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle, des relevés financiers prouvant que Marcus avait détourné des millions de dollars des fonds familiaux au cours des 5 dernières années. Des documents légaux où il manipulait habilement transfert de propriété et héritage, tordant la loi jusqu'à en faire son arme personnelle pour devenir l'unique bénéficiaire de l'Empire Hartwell. Mais ce n'était rien comparé au carnet qu'elle trouva ensuite, un chronogramme détaillé, écrit de la main de Marcus, retraçant étape par étape son plan méthodique pour détruire la vie d'Helena. Le scandale du fond de l'église. Il l'avait orchestré avec l'aide d'un employé de banque corrompu, chargé de falsifier les retraits. Les témoins affirmant l'avoir vue à des endroits où elle n'était jamais allée. Payée pour mentir. Même la déchirure finale avec ses parents avait été soigneusement provoquée par des preuves manufacturées et des circonstances manipulées. Alors qu'elle photographiait les dernières feuilles, Rusty se mit à aboyer furieusement dans la bibliothèque voisine. Des pas approchèrent dans le couloir principal, des pas lents, assurés, sans la moindre tentative de discrétion. Quelqu'un avançait vers elle et voulait qu'elle le sache. Elle glissa les documents les plus incriminants dans sa veste, cherchant désespérément une sortie. Les plans originaux indiquaient d'autres passages secrets, mais dans l'obscurité. Aucun ne se détachait clairement. Son cœur battait si fort qu'il noyait presque les sons autour d'elle. Les pas s'arrêtèrent devant la bibliothèque. La poignée tourna dans un cliquetis presque délicat.
Puis une voix, glaciale, familière malgré les 20 années écoulées, traversa la porte. « Bonsoir, cousine. Je me demandais quand tu finirais par découvrir cet endroit. » Elena sentit ses muscles se tendre. Elle tenait le marteau dans une main, les documents volés dans l'autre. La vérité qu'elle avait passé sa vie à chercher venait de la mener droit dans un piège que Marcus lui tendait depuis 2 décennies. Son regard tomba sur un journal posé sur le bureau, relié de cuir, abîmé par le temps. Elle l'ouvrit. Les pages frémirent sous ses doigts, exhalant l'odeur douce et poudreuse du papier ancien. La belle écriture de Catherine Hartwell, son arrière-arrière-grand-mère, ondulait d'une ligne à l'autre comme une voix sortie d'un autre siècle. Chaque mot semblait vibrer d'une vérité secrète. 15 mars 1861. Une autre famille est arrivée cette nuit, venant de Géorgie. La mère à peine vivante, les enfants accrochés à ses jupes. William dit que nous prenons un risque démesuré. Mais comment pourrions-nous fermer notre porte à des âmes en quête de liberté? Cette pièce sera leur refuge jusqu'à l'arrivée du prochain conducteur. Elena sentit un frisson courir le long de son échine. Elle tourna les pages, découvrant une succession de récits intimes retraçant l'implication de Catherine dans le réseau clandestin du chemin de fer secret. La chambre où elle se trouvait avait servi de sanctuaire à des dizaines d'esclaves en fuite. Catherine leur offrait nourriture, soins médicaux, chaleur et une promesse fragile de liberté. 2 avril 1862. Le jeune Samuel, 14 ans, est arrivé blessé par les chiens de traque. J'ai nettoyé ses plaies du mieux que j'ai pu, mais il doit voir un médecin. Le docteur Morrison acceptera de venir discrètement demain. Nous devons être prudents, la ville devient de plus en plus méfiante. La plume de Catherine devenait plus inquiète au fil des mois. Les voisins posaient des questions, remarquaient les visites nocturnes, observaient trop attentivement les livraisons alimentaires inhabituelles. Les sympathisants confédérés de la région commençaient à soupçonner les Hartwell d'aider les fugitifs. Le danger grandissait de façon exponentielle. 10 juin 1863. Des agents fédéraux sont venus poser des questions aujourd'hui. J'ai maintenu la version de nos soi-disant cousins éloignés en visite. Mais ils n'étaient pas dupes. William pense que nous devons arrêter immédiatement nos activités. Si nous sommes découverts, nous compromettrons tout le réseau. Elena découvrit ensuite des dessins précis du plan de la pièce, des compartiments secrets, disséminés dans les murs, dissimulant des pièces d'or et des bijoux donnés par des abolitionnistes afin de financer les opérations clandestines. 4 juillet 1863. En ce jour d'Indépendance Day, il nous faut sceller cette pièce qui aura tant servi la liberté. Derrière la brique lâche près de la cheminée, j'ai caché nos fonds restants, ainsi que les registres de toutes les âmes que nous avons aidées. Peut-être qu'un jour, lorsque cette guerre monstrueuse prendra fin, les générations futures comprendront pourquoi nous avons agi ainsi. Guidée par les mots de Catherine, Elena dirigea sa lampe vers la cheminée. Les briques étaient sombres, mais solides. Elle chercha celle décrite dans le journal, appuya sur l'une d'elles, et sentit un léger mouvement. Derrière se trouvait une boîte en métal enveloppée de tissu huilé, protégée du temps pendant plus d'1 siècle et demi. Elle la sortit avec précaution. Consciente qu'elle tenait là une pièce d'histoire, un pont entre 2 combats, celui de Catherine pour la liberté d'autrui, et le sien propre contre la cruauté d'un homme qui partageait son sang. Et derrière la porte de la bibliothèque, Marcus attendait. Le passé et le présent venaient de se rencontrer, enfermés avec elle dans ce sanctuaire chargé d'histoire, de secrets, et désormais de danger imminent. À l'intérieur de la boîte, Elena découvrit un trésor si extraordinaire qu'il lui coupa littéralement le souffle. Sous la lueur tremblante de sa lampe torche scintillaient des pièces d'or frappées des symboles confédérés, dont la valeur avait décuplé au fil du temps grâce à leur importance historique. À leur côté reposaient des bijoux qui avaient autrefois orné les cous et les doigts de riches abolitionnistes des familles qui, dans un geste de bravoure, avaient sacrifié ces trésors pour soutenir la cause de la liberté. Mais ce n'était pas tout. Serrés dans des carnets reliés de cuir, remplissant page après page, se trouvaient les dossiers méticuleusement tenus de toutes les personnes que Catherine avait aidées à s'enfuir de l'esclavage. Chaque nom, soigneusement inscrit de l'écriture ferme et disciplinée de Catherine, vibrait encore d'un souffle de vie. Des hommes, des femmes, des enfants, tous unis par une même soif de liberté.
Elena parcourut les lignes, son cœur serré à chaque histoire résumée en quelques mots. Sarah, 16 ans, en route pour retrouver sa mère vendue à une plantation de l'Ohio. Marcus. Un forgeron courageux, caché dans la pièce secrète pendant 3 longues semaines, le temps que sa jambe blessée guérisse. Rebecca, arrivée à temps pour mettre au monde des jumeaux nés libres. Sauvés par quelques jours d'avance sur le destin qui les attendait. En évaluant rapidement la valeur moderne des pièces d'or, Elena réalisa qu'elle tenait entre ses mains une fortune capable de sauver Hartwell Manor de la saisie, 10 fois. Pourtant, ce n'était rien en comparaison de la portée symbolique de ces objets. Ils incarnaient le courage, la résistance et l'indéfectible conviction morale d'une femme qui avait refusé de se soumettre à la loi quand celle-ci contredisait la justice. Au fond de la boîte, soigneusement enveloppée dans une étoffe de soie, reposait ce que Catherine avait considéré comme son plus précieux héritage, un collier d'émeraude d'une beauté à couper le souffle. Les pierres, illuminées par la lampe, scintillaient comme des fragments d'étoiles capturées. Une note, écrite de la main même de Catherine, expliquait sa valeur sentimentale et morale. Ce collier appartenait à ma grand-mère et a été transmis de mère en fille à travers les générations. Hartwell. Je le laisse ici comme symbole de l'engagement de notre famille envers la justice. Puissent nos descendantes se souvenir que certaines causes méritent tous les sacrifices. Les doigts tremblants, Elena attacha le collier autour de son cou. L'émeraude glacée contre sa peau semblait y déposer une responsabilité ancienne, presque sacrée. Elle sentait le poids de l'histoire familiale, mais aussi celui d'un choix. Catherine avait utilisé sa position et ses privilèges pour protéger les opprimés. À présent, c'était à Elena de décider comment honorer cet héritage. Un gémissement inquiet de Rusty résonna depuis la brèche qu'elle avait créée dans le mur. Le chien, oreille dressée, fixait un point invisible. Elena se figea. Un grondement de moteur. Monté depuis l'extérieur du manoir, quelqu'un approchait. Elle se tourna vers les pièces d'or. Chacune portait l'emblème des États confédérés. Pourtant, le journal de Catherine racontait une tout autre histoire. Ces pièces n'étaient pas des trésors confédérés, mais de l'argent volé aux esclavagistes puis réaffecté pour financer la liberté. Dans une entrée datée du 12 août 1862, Catherine avait noté: les propriétaires de plantations offrent désormais des primes en or pour récupérer les esclaves enfuis et des sommes dépassant les salaires annuels de beaucoup d'hommes libres. Nous avons décidé de retourner leurs propres armes contre eux. S'ils utilisent l'or pour acheter la souffrance humaine, alors nous le volerons pour acheter la liberté. Les mains d'Elena tremblaient en comptant les pièces, 47. Chacune représentait une petite victoire contre un système inhumain. Au-delà de leur valeur symbolique, elle comprit qu'elle pouvait résoudre ça. Crise financière immédiate. Les pièces confédérées dotées d'une provenance documentée attiraient des sommes colossales lors des ventes aux enchères. Elle photographia chaque pièce sous tous les angles, prenant soin d'immortaliser leur marquage et leur état. Une recherche rapide sur son téléphone suffit à la plonger dans un vertige. Des pièces similaires s'étaient vendues récemment à des prix stupéfiants. De quoi payer toutes les taxes en retard du manoir, financer les réparations essentielles et disposer encore d'une réserve conséquente. Mais les bijoux dans la boîte dépassaient encore ce trésor en valeur. Chaque objet racontait une histoire de sacrifice. Une broche en diamant taillée en étoile, dont la pierre centrale dépassait aisément 3 carats. Des boucles d'oreilles en perles qui captaient la lumière comme des fragments de lune. Une montre de poche en or fin, gravée, pour la cause de la liberté. JW 1860. Chaque bijou était une offrande faite par des familles aisées qui avaient renoncé à un héritage pour aider des inconnus à échapper à l'esclavage. La montre seule pouvait financer plusieurs mois de restauration du manoir. Le jappement de Rusty devint soudain plus urgent, résonnant dans la bibliothèque. Elena se hâta de réenvelopper les objets les plus précieux, mais conserva quelques pièces d'or et le collier d'émeraude. Si Marcus venait réellement jusqu'ici, elle aurait besoin de preuves tangibles de ses découvertes. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce secrète, un détail attira son attention. Les planches du sol, près du mur du fond, semblaient avoir été récemment déplacées. La poussière révélait une perturbation nette, trop récente pour dater du VI siècle. Le journal de Catherine mentionnait d'autres cachettes, mais celle-ci avait manifestement été ouverte bien après sa mort. Avec le marteau de son père,
Elena souleva les planches. Elle découvrit un espace peu profond. Contenant une boîte métallique moderne, un coffre verrouillé par une combinaison, couvert de griffures fraîches autour des cadrans. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, un bruit sec fit vibrer l'air. La portière d'une voiture venait de claquer à l'extérieur. Un frisson d'adrénaline traversa Elena. Celui ou ceux qui s'approchaient ne cherchaient plus à se dissimuler. Elle saisit la boîte moderne. Ainsi que les trésors de Catherine, consciente qu'elle ne pourrait examiner son contenu qu'une fois en sécurité. Elle se précipita vers l'ouverture qu'elle avait pratiquée, lorsque le silence tomba. Soudain. Rusty ne jappait plus. Le mutisme total était bien plus inquiétant que ses avertissements. Des pas résonnèrent dans le hall d'entrée et des pas assurés, délibérés. Puis la voix de Marcus. Résonnant comme un coup de fouet. Elle est ici, quelque part. Elle a sûrement trouvé la pièce, comme prévu. Il n'était pas seul. Une autre voix, froide, impérieuse, celle d'un homme habitué à la violence, répondit. Les mots qu'elle entendit suffirent à glacer le sang d'Elena, elle n'avait jamais été en plus grand danger. Impossible de passer par la bibliothèque, elle serait immédiatement repérée. Mais elle se rappela que Catherine avait mentionné plusieurs issues secrètes. Cette pièce devait en dissimuler une autre. Fouillant les murs du bout des doigts, elle finit par sentir un panneau légèrement surélevé, comme posé sur de minuscules charnières. Elle appuya, et un passage étroit s'ouvrit dans un grincement presque imperceptible. Un corridor sombre, resserré au point qu'une seule personne pouvait s'y glisser, s'enfonçait dans les entrailles du manoir. Elena, serrant contre elle la boîte moderne et les reliques de Catherine, se glissa à l'intérieur et referma le panneau. Derrière elle. À peine eut-elle fait un pas que les voix retentirent dans la bibliothèque. Le mur a été ouvert, gronda Marcus. Elle a tout découvert, répondit l'autre voix. Alors nous passons à la phase finale. Ces mots ricochèrent dans l'obscurité comme une sentence. Elena savait désormais deux choses, la vérité qu'elle avait exhumée était plus explosive qu'elle ne l'avait imaginé, et les hommes qui venaient de pénétrer dans Hartwell Manor étaient prêts à tout pour l'empêcher de la révéler. Il n'y avait plus de temps pour attendre, plus de place pour la prudence. Elena s'engagea dans le passage étroit, glissant comme une ombre entre les parois resserrées. Le collier d'émeraude de Catherine, serré contre sa gorge, semblait vibrer comme un talisman brûlant. Derrière elle. Les échos étouffés de pas lourds et déterminés montaient du cœur de la demeure, Marcus et son complice venaient d'entrer dans la chambre secrète et comprenaient à cet instant précis que leur secret n'était plus en sécurité. Elle avançait à petits pas, sa respiration courte et fragile, consciente que le moindre bruit pourrait trahir sa présence. Le corridor caché était encore plus sombre que la pièce qu'elle venait de quitter. De minces filets de lumière s'infiltraient à travers les fissures des murs, traçant des lignes pâles qui ressemblaient à des veines lumineuses dans la pierre ancienne. Catherine avait conçu ces couloirs pour ceux qui, autrefois, fuyaient pour sauver leur vie. Maintenant, Elena comprenait profondément la terreur de ces âmes traquées. Le passage se divisait en deux embranchements, et elle choisit celui qui semblait mener vers l'arrière du manoir, s'éloignant des voix qui résonnaient encore dans la chambre secrète. Marcus. À mesure qu'il découvrait l'étendue de ce qu'elle avait trouvé, gagnait en fureur. Sa voix traversa les parois comme un coup de fouet. Tout a été photographié, les documents, les relevés financiers, tout. Elle a de quoi nous anéantir. Une deuxième voix, calme et maîtrisée, répondit. Alors, on passe au confinement. Le plan initial a toujours prévu ce cas de figure. Ce ton glacial fit frissonner Elena bien plus que les éclats de rage de son cousin. En progressant, elle comprit que la conspiration de Marcus dépassait largement la simple falsification d'héritage. D'autres personnes étaient impliquées, des individus disposant de ressources, de réseaux, d'un pouvoir dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Finalement, le passage déboucha sur une petite alcôve dissimulée derrière le garde-manger, un renfoncement où l'odeur de poussière et de farine ancienne se mêlait à celle de la peur. Les bruits de pas dans la maison se rapprochaient. Marcus et son compagnon fouillaient pièce après pièce, méticuleux et méthodiques. Elena devait fuir la demeure au plus vite, mais avant cela, elle devait examiner le contenu de la boîte métallique trouvée sous les lattes du plancher. À l'abri dans les ombres du garde-manger, elle s'attaqua à la combinaison du cadenas,
ses doigts tremblants glissant plusieurs fois sur les chiffres. Les marques d'usure autour du cadran indiquaient que la boîte avait été ouverte récemment, et plus d'une fois. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle essaya ce qui lui sembla soudain évident. L'année où la pièce secrète avait été scellée, 1863. Le déclic sec du mécanisme résonna dans le silence étouffé de l'alcôve. À l'intérieur, elle ne trouva pas des reliques anciennes cette fois-ci, mais des documents modernes, des papiers légaux datés de quelques années seulement. Au sommet de la pile reposait un testament falsifié, soi-disant signé par son père quelques semaines avant sa mort. Léguant l'intégralité du domaine Hartwell à Marcus, comme unique bénéficiaire. Le document semblait authentique, avec une notarisation impeccable, des signatures crédibles. Mais Helena savait que c'était un mensonge. Son père, malgré la douleur causée par l'affaire truquée du fond de l'église, ne l'aurait jamais renié totalement. Sous ce faux testament se trouvaient d'autres pièces. Terrifiante, une correspondance entre Marcus et un certain J.W. Les lettres évoquaient les dernières années de ses parents. Elles révélaient que sa mère et son père avaient commencé à douter des accusations portées contre leur fille. Ils avaient entrepris leur propre enquête, engageant des détectives privés pour examiner les incohérences du scandale. L'un des messages de Marcus à son mystérieux partenaire laissa Helena glacée. Les vieux imbéciles se rapprochent trop de la vérité. Père a engagé un détective de la ville qui fouille les dossiers bancaires. Il va falloir accélérer. Le dernier courrier datait d'une semaine avant l'accident mortel de ses parents. Marcus y écrivait. Tout est prêt. Les freins céderont dans le virage de la montagne. On parlera de défaillance mécanique. Une fois qu'ils seront partis, le testament fera le reste. 20 ans de préparation vont enfin payer. Les mains d'Helena se mirent à trembler si fort qu'elle faillit faire tomber les papiers. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage volé, ni d'une réputation brisée par des mensonges savamment orchestrés. Marcus avait assassiné leurs parents. Il avait planifié leur mort comme on efface un obstacle gênant. L'accident qui avait brisé sa vie à 18 ans n'était qu'une étape supplémentaire dans un plan élaboré, froid, méthodique. Elle photographia frénétiquement chaque document, envoyant les images dans un stockage en ligne sécurisé, même tandis que des pas approchaient de la cuisine. Marcus et son complice inspectaient chaque pièce, et le garde-manger serait bientôt leur prochaine destination. Helena glissa les documents les plus compromettants dans sa veste, aux côtés des trésors de Catherine, puis se glissa vers la porte arrière de la cuisine. À travers la fenêtre, elle aperçut Rusty dans le jardin, la queue battant nerveusement, il avait sans doute réussi à sortir quand les hommes étaient arrivés. Sa présence lui redonna une étincelle d'espoir, peut-être pourraient-ils fuir ensemble. Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée, une ombre monta le long du carreau. Le complice de Marcus se tenait juste dehors. Un homme massif, au regard dur et calculateur, un homme dont le corps semblait avoir été taillé pour la violence. Ses yeux balayèrent l'intérieur de la cuisine avec une précision glaciale. Helena se plaqua contre le mur du garde-manger, prisonnière entre l'homme dehors et les pas de Marcus qui approchaient de l'intérieur. Dans sa veste, les preuves de fraude, de meurtre et de vin. Années de manipulation appuyées contre son cœur comme des pierres brûlantes. Elle avait enfin découvert la vérité qu'elle cherchait depuis 2 décennies, mais cette vérité risquait de lui coûter la vie. La poignée de la porte extérieure se mit à tourner lentement. Derrière elle, Marcus appela d'une voix faussement douce. « Helena, cousine, pas besoin de te cacher. Nous voulons seulement parler. » Elle étouffa un rire nerveux, un rire qu'elle ne reconnut même pas comme le sien. Parler? Après 20 ans de mensonges? 20 ans de filature, de surveillance, de sabotage de sa vie? Elle fouilla davantage dans la boîte pour y trouver d'autres documents. Ce qu'elle découvrit la pétrifia encore davantage, des relevés bancaires attestant de paiements réguliers à JW Consulting. Depuis 5 ans. Des factures professionnelles décrivant des services de gestion de réputation et de protection d'actifs. Tout cela sonnait comme des euphémismes pour manipulation, chantage. Effacement de preuves. Puis elle tomba sur un dossier portant son propre nom. Des dizaines de pages retraçaient ses années de survie dans la rue, photographies prises à la dérobée. Rapports détaillés de ses déplacements, des lieux où elle dormait, des organismes où elle demandait de l'aide. Même sa relation avec Rusty y figurait, décrite avec une froide précision.
d'entomologiste. Un cliché en particulier la cloua sur place, elle, debout devant le bureau d'aide juridique, 3 mois auparavant, le jour où elle avait appris qu'elle était l'héritière légitime du manoir. La photo était annotée, analysée, datée. Marcus savait qu'elle reviendrait. Il l'attendait. Et maintenant, il venait la chercher. Les murs autour d'elle semblaient se resserrer. Les pas, les voix, la poignée qui tournait, tout converguait vers elle. Pourtant, au milieu de la panique, un fil de détermination se tissa dans son esprit. Elle n'était plus la jeune femme brisée qui avait quitté ses terres 20 ans plus tôt. Elle détenait la vérité. Elle détenait les preuves. Et elle n'était plus seule, Rusty l'attendait dehors, fidèle jusqu'au bout. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait l'écho dans le passage secret. Entre ces murs où tant de fugitifs avaient cherché leur salut autrefois, Elena comprit qu'elle devait faire ce qu'eux avaient fait, survivre. Coûte que coûte. Ce soir, la vérité était redevenue vivante. Et elle allait se battre pour qu'elle ne meure plus jamais. Son arrivée ne l'avait nullement surpris. En réalité, il l'attendait depuis longtemps, comme on attend la dernière pièce d'un mécanisme minutieusement conçu. Dans une lettre glaciale de précision, JW exposait à Marcus chaque étape de leur plan. Laisse-la revenir sur la propriété. Permets-lui de découvrir juste assez de vérité pour qu'elle se croie plus forte, mais pas assez pour mettre notre position en danger. Quand elle te confrontera, quand elle pensera avoir gagné, alors nous déclencherons la solution finale. Selon ce plan, sa mort devait paraître tragique mais explicable, un suicide, soi-disant né d'une culpabilité écrasante et d'un esprit fragilisé par des années de misère. Une disparition commode, effaçant d'un geste le dernier obstacle à la revendication de Marcus sur l'héritage Hartwell. C'est là qu'Elena comprit réellement l'ampleur du piège. Elle avait volontairement marché dans un engrenage élaboré, non pas depuis quelques mois, mais depuis 20 longues années. Marcus n'avait pas seulement volé son héritage. Il avait orchestré sa vie entière, façonné son exil, préparé son retour et veillé à ce que chaque pas la conduise inexorablement vers cette fracture finale, son effacement définitif. Mais ce n'était qu'un début. Le plus accablant demeurait soigneusement classé dans une série de lettres de chantage que Marcus avait rédigées à l'intention de divers responsables influents de la région. En les parcourant, Elena découvrit que plusieurs témoins clés de son ancien scandale avaient été contraints de mentir, soumis à des menaces, à des pots de vin, ou aux deux. Le caissier de banque qui avait falsifié les registres de retrait n'avait pas agi par cupidité, comme tout le monde l'avait cru. Marcus avait menacé la sécurité de sa famille pour obtenir sa coopération. Sarah Hanley, celle qui avait autrefois été sa meilleure amie, celle dont la déposition avait porté un coup fatal à sa réputation, avait été forcée d'inventer des soirées, des rencontres, des comportements qu'Elena n'avait jamais eus. Marcus détenait des photographies du père de Sarah dans des situations compromettantes, des preuves d'une liaison qui aurait brisé son mariage et anéanti sa carrière politique si sa fille ne témoignait pas selon ses exigences. Même le pasteur, celui qui avait soi-disant découvert le détournement de fonds de l'Église, n'était qu'un pion de plus dans son jeu. Marcus avait dissimulé de faux documents dans l'ancienne chambre d'Elena, puis avait adressé de manière anonyme un signalement alarmiste aux responsables de l'Église. La confrontation théâtrale du pasteur avec les parents d'Elena avait été orchestrée dans le but de provoquer un choc émotionnel imparable, détruisant irrémédiablement la confiance qu'ils avaient en leur propre fille. Dans une pochette dissimulée au fond du coffre, Elena trouva une liste méticuleuse, un véritable registre noir regroupant chaque personne que Marcus avait achetée, menacée ou manipulée au fil des années. Des enseignants ayant signé de fausses lettres de recommandation à son sujet. Des policiers ayant volontairement fermé les yeux sur les incohérences des témoignages. Des avocats ayant conseillé à ses parents de ne surtout pas contester les accusations. Toute une constellation de figures communautaires avait été corrompue afin de garantir la victoire absolue de Marcus. Des pas résonnèrent alors dans la cuisine, rompant le silence. Marcus avançait avec méthode, ouvrant portes et placards, inspectant chaque recoin. L'un de ses complices restait posté près de la porte arrière, tandis qu'un troisième homme, dont Elena n'avait jamais entendu la voix, paraissait surveiller l'entrée principale. Elle était encerclée. Mais Catherine, dans son journal, avait mentionné l'existence de plusieurs routes
d'évacuation secrète, dissimulée dans la structure même de la demeure. Elena palpa la paroi du garde-manger jusqu'à sentir sous ses doigts une irrégularité, un relief anormal. Là se trouvait un autre panneau dissimulé, muni d'un mécanisme différent des autres, il fallait exercer une pression simultanée sur 2 points précis. Le panneau pivota enfin. Une ouverture étroite apparut, révélant un couloir caché. À ce moment précis, la voix de Marcus retentit tout près, porteuse de ce même mépris narquois qu'il avait toujours eu, même enfant. « Elena, je sais que tu es là. Je reconnais ton parfum bon marché. » Toujours en train d'essayer de sauver les apparences après toutes ces années passées dehors. Ces mots ruisselaient d'une cruauté satisfaite. Un poison qu'elle reconnaissait trop bien, celui d'un homme qui, autrefois, se plaisait déjà à la tourmenter sous le regard indifférent des adultes. Mais cette fois-ci, la cruauté avait évolué en quelque chose de bien plus sombre, de bien plus mortel. Elena se glissa dans le passage, serrant contre elle les preuves capables d'exposer la vérité au grand jour. Derrière elle, Marcus découvrit le panneau qu'elle avait laissé ouvert. « Voilà ta cachette, cousine. Ces vieux murs regorgent de secrets, n'est-ce pas ?» En rampant dans le tunnel étroit, la lueur blême de son téléphone projetait des ombres mouvantes sur les parois de bois. Elle devait trouver de l'aide immédiatement. Mais elle devait aussi sécuriser les documents, les vérifier, les transmettre avant que Marcus ne les détruise ou ne la réduise. Au silence. Le passage débouchait sur l'ancien cellier, un lieu où, enfant, elle avait joué à cache-cache. L'air y était dense, chargé de terre humide et de souvenirs anciens, mais cet espace exigu lui offrait un refuge temporaire. Ici, elle pouvait passer un appel sans être entendue. Son premier réflexe fut de contacter le bureau du shérif. La réponse du standard la brisa presque. « Le shérif Brennan est hors de la ville jusqu'à jeudi, madame. Pour toute urgence, c'est le député Marcus Hartwell qui supervise les interventions. » Le sol sembla vaciller sous elle. Marcus avait prévu cela également. Il s'était porté volontaire comme adjoint du shérif, lui donnant accès aux communications policières et au pouvoir de filtrer, détourner ou étouffer n'importe quelle demande d'aide. Elle comprit immédiatement qu'appeler les forces locales ne ferait que l'alerter davantage. Alors elle composa un autre numéro, un nom griffonné dans l'ancien carnet d'adresse de son père, Thomas Chen, enquêteur privé en ville. Ses parents avaient fait appel à lui autrefois, sans jamais lui dire pourquoi. Après plusieurs sonneries, une voix rauque répondit. « Chen Investigation. Monsieur Chen. Ici Elena Hartwell. Je crois que vous avez connu mes parents. » Un long silence. Puis. « Elena. Mon Dieu. Je te croyais morte. Ton cousin a dit à tout le monde que tu étais probablement décédée, quelque part dans la rue. Je suis bien vivante. Et j'ai besoin de vous. J'ai retrouvé des preuves que Marcus a tué mes parents et m'a piégé il y a 20 ans. Où es-tu ? Caché dans le sous-sol du manoir. Marcus est là. Ils sont 3. Ils me cherchent. » La voix de Chen devint tranchante, chargée d'une urgence glacée. « Sors de cette maison. Immédiatement. Je mène une enquête sur ton cousin depuis 3 ans. Il est lié à des familles du crime organisé en ville. » Elena sentit son sang se figer. Du crime organisé. De la blanchisserie. D'argent, principalement, répondit Chen. Tes propriétés familiales ne sont qu'un élément d'un réseau beaucoup plus vaste. Marcus utilise des domaines hérités dans toute la région pour nettoyer l'argent du clan Torino. J'ai plusieurs dossiers sur lui et des preuves, des surveillances, des écoutes qui intéresseraient beaucoup les procureurs fédéraux, mais je n'ai jamais eu assez d'éléments solides pour l'accuser directement. Puis il lui révéla la vérité que ses parents n'avaient jamais eu le temps de lui dire. Quelques mois avant leur mort, il l'avait engagé pour enquêter sur des anomalies dans les comptes de la fiducie familiale. Ils soupçonnaient Marcus de détournement, mais ce qu'ils avaient découvert dépassait tout entendement. Le domaine Hartwell servait de façade à une opération de blanchiment d'argent d'une ampleur inimaginable, expliqua Chen. Tes parents étaient sur le point de transmettre le dossier au FBI lorsqu'ils sont morts. Elena sentit une nausée brûlante lui remonter à la gorge. L'accident. Ce n'était pas un accident, confirma Chen, la voix lourde de regret.
J'ai essayé de les avertir, mais Marcus a frappé plus vite que prévu. Pendant que l'enquêteur parlait, Elena photographiait fébrilement les documents les plus compromettants issus du coffre de Marcus, puis les mettait en ligne grâce au serveur sécurisé qu'il venait de lui transmettre. Les preuves qu'elle détenait bouclaient enfin les angles morts de l'enquête de Shen, en particulier la correspondance avec JW, que Shen identifia comme Joseph Torino, l'un des hauts responsables du clan criminel. Ce que Marcus avait tissé autour d'elle, autour de sa famille, autour de toute la communauté, dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et désormais, elle n'avait plus qu'une seule mission, survivre assez longtemps pour que la vérité éclate enfin. Les mots de Shen résonnaient encore dans l'oreillette, lourds et tranchants comme une sentence. Ces lettres de chantage valent de l'or. Il venait d'examiner les documents qu'Elena lui avait envoyés, et chaque nouvelle pièce confirmait leurs soupçons les plus sombres. Cela faisait des années qu'il suspectait Marcus d'entretenir son réseau par la coercition et la peur, mais jamais il n'avait eu de preuves tangibles. Maintenant, entre les courriels, les lettres, les chiffres détournés et les menaces codées, toute la structure criminelle construite par son cousin pouvait enfin s'effondrer. Pourtant, tandis qu'il parlait encore, Elena entendait les voix étouffées qui résonnaient à l'étage de l'immense demeure. Les bruits de pas, plus lourds maintenant, annonçaient une fouille organisée et méthodique. Marcus avait lancé ses hommes dans une traque systématique, fouillant chaque recoin du manoir, et Elena savait qu'il finirait tôt ou tard par atteindre l'entrée de l'ancien cellier. La phrase suivante de Jen, transmise par Shen, lui coupa le souffle. « Elena, il faut que tu comprennes quelque chose. Si Marcus collabore vraiment avec les Torino, ils ne peuvent pas se permettre de te laisser vivante. Tu représentes 20 ans de secrets. 20 ans de crimes dissimulés. Ils mettront fin à tes jours et maquilleront ça en suicide, exactement comme ils l'ont décrit dans ces lettres. » Le sang d'Elena se glaça. Elle expliqua rapidement où elle se trouvait, les passages dissimulés qu'elle avait empruntés pour échapper à leurs recherches. Shen, qui connaissait bien l'histoire de la maison, se souvenait des documents qu'il avait étudiés autrefois, notamment les plans liés au réseau clandestin d'aide aux personnes condamnées à l'esclavage. Si les récits sont exacts, il devrait exister un tunnel reliant le sous-sol à l'ancienne remise à calèche. Ta arrière-arrière-grand-mère l'utilisait pour faire sortir des fugitifs sans être vue. S'il est encore praticable, c'est ta meilleure chance de t'enfuir. Guidée par la lueur tremblante de sa lampe, Elena palpait les murs de pierre du cellier, cherchant la moindre irrégularité. Au-dessus d'elle, les pas se faisaient plus pressants. La voix de Marcus dominait les autres. Tranchante, autoritaire, elle est encore ici, je le sais. Fouillez tout. Chaque pièce, chaque armoire, chaque centimètre de muraille. Les doigts d'Elena glissèrent alors sur une paroi dont la texture différait légèrement du reste, une pierre qui semblait plus haute, comme posée sur une charnière invisible. Elle appuya. Le bloc pivota lentement vers l'intérieur, révélant une fente noire étroite, qui s'enfonçait sous la maison telle la gueule ouverte d'un serpent prêt à avaler la nuit. « Je l'ai trouvé, murmura-t-elle. « Parfait, répondit Shen. Prends ce tunnel et rejoins-la. Remise. Une fois dehors, mets autant de distance que possible entre la propriété et toi. J'appelle la police d'État et le FBI. Ce soir, tout se termine. » Avant de s'engager, Elena ajusta autour d'eux son cou le collier d'émeraude de Catherine, transmis de femme en femme dans sa famille. Les pierres, étonnamment tièdes, semblaient vibrer comme un cœur ancien, un souffle venu du passé. Celui de toutes les femmes Hartwell qui avaient affronté l'impossible avant elle. Ce contact lui insuffla une force nouvelle. Elle n'était plus l'adolescente terrifiée qu'on avait expulsée de cette maison 20 ans plus tôt. Elle était une survivante, forgée par les épreuves d'une vie passée dans l'ombre, dans la rue, dans la précarité. Elle se glissa dans le passage. Le tunnel, à peine assez large pour qu'un adulte puisse s'y engager, avait été taillé à même la terre et la roche. Les murs irréguliers portaient encore la trace des mains de ceux qui, dans un autre siècle, avaient risqué leur vie en silence. À mesure qu'Elena rampait, la terre humide collait à ses vêtements, l'air devenait plus lourd, mais elle avançait, déterminée. Derrière elle, des voix retentirent. Marcus et ses sbires avaient découvert l'ouverture. Les faisceaux de leurs lampes découpaient la noirceur du tunnel en éclats de lumière agressifs. Le passage étant trop étroit, il était
contraints de s'engager un par un, leur avantage numérique réduit à presque rien. Elena appela Marcus d'un ton mielleux qui donnait la nausée. Tu rends les choses inutiles difficiles. On veut juste parler. Elle faillit éclater de rire. Parler. Elle avait lu ses lettres. Elle savait ce que signifiait parler pour lui, un meurtre déguisé. Le tunnel débouchait enfin sur une porte. En bois épais, renforcé de vieilles ferrures rongées par le temps. Elena poussa. La porte céda avec un gémissement grave. Elle entra dans la remise à calèche, abandonnée depuis des décennies. La lune traversait les tuiles cassées du toit, projetant sur le sol poussiéreux des éclats d'argent. Mais elle n'était pas seule. Joseph Torino se tenait immobile dans l'ombre, comme s'il l'attendait. Depuis toujours. Un homme à la cinquantaine sévère, vêtu d'un costume hors de prix, parfaitement décalé dans cet endroit délabré. Ses yeux glacials brillaient d'un calcul sinistre. Celui d'un homme qui avait déjà ôté des vies et qui recommencerait sans hésitation. Miss Hartwell, dit-il d'une voix au timbre étrangement calme. Vous nous causez bien des soucis. Elena resserra la prise sur le marteau qu'elle avait emporté. Ridicule face à un tueur professionnel, mais c'était tout ce qu'elle avait. Le collier de Catherine se réchauffa brusquement contre sa peau, comme si la mémoire de ses ancêtres lui murmurait de tenir bon. Ma famille cause des soucis à des gens comme vous depuis plus d'un siècle, répondit-elle avec une assurance qui la surprit. Elle-même. Torino esquissa un sourire dénué d'humanité. Votre arrière-arrière-grand-mère était une menace, en effet. Elle volait les propriétaires de plantations, hébergeait des fugitifs. Propageait ses idées abolitionnistes. Mais elle est morte, et sa cause avec elle. Vraiment ? Répliqua Elena en sortant les photos qu'elle avait prises des lettres de Marcus. Parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le trafic d'êtres humains, simplement avec d'autres méthodes. Le chantage, cette fois, à la place des chaînes. Derrière elle, le bruit des pas annonça l'arrivée de Marcus et de ses complices. Elle était prise au piège, le tunnel derrière, les criminels devant. Mais Chen avait promis que de l'aide arrivait. Il lui suffisait de survivre un peu plus. Longtemps. Marcus surgit, le visage déformé par la rage. Ses vêtements coûteux étaient salis et déchirés. Elle a tout, lança-t-il à Torino. Photos, dossiers, finances. 20 ans de travail. Réduit à néant. Alors nous suivons le plan, répondit Torino. Son suicide sera découvert demain matin. Une femme rongée par la culpabilité et la démence. Elena rit, un rire sec. Presque sauvage. La démence ? Vous parlez de ces années où j'ai cru être coupable ? Où j'ai cru mériter ma chute ? Elle sortit son téléphone et leur montra la conversation en cours avec Chen. Tout est déjà sur les serveurs fédéraux. Le FBI connaît votre réseau de blanchiment d'argent, Marcus. Ils savent pour nos parents. Ils savent tout. Marcus se jeta sur elle. Mais Elena, forgée par 20 ans de rue, réagit d'instinct. Elle abattit son marteau contre son épaule, le projetant au sol. Torino porta la main à son arme, mais elle avait déjà plongé derrière une vieille calèche. Une balle explosa le bois à quelques centimètres de sa tête. Puis, au loin, elle entendit ce qu'elle espérait, des moteurs. Plusieurs. Rapides. Les sirènes suivirent, stridentées. Prometteuses. Les agents fédéraux venaient d'arriver. La remise devint une zone de combat alors que les forces de l'ordre encerclaient le bâtiment. Chen dirigeait l'opération, sa voix autoritaire. Portée par les mégaphones. Agents fédéraux. Déposez vos armes et sortez les mains en l'air. À travers les planches brisées, Elena apercevait les membres du FBI se positionner, méthodiqués. Implacables. À l'intérieur, Torino avait perdu son calme. Attrapez-la vivante, hurla-t-il. C'est notre seul moyen de négociation. Mais Marcus, animé d'une haine viscérale, rampait déjà le long de la calèche, son arme tremblante dans la main. Tout est de ta faute, siffla-t-il. Tu aurais dû rester morte dans la rue. Elena se prépara à frapper. Mais soudain, un éclair doré surgit par l'arrière. Rusty. Le chien bondit sur Marcus avec toute la puissance de sa loyauté féroce, le faisant basculer en arrière. L'arme glissa.
Marcus hurla lorsque les crocs du chien se refermèrent sur son poignet. Profitant du chaos, Elena fonça vers la sortie, mais un autre homme de Torino la stoppa net. Il pointa son arme vers elle. Elle n'hésita pas. Son marteau frappa. Avec la détermination de toutes les Hartwell avant elle, envoyant l'arme voler à travers la pièce. L'homme se jeta sur elle, mais elle n'était plus une victime. Elle était un survivant né de la rue. Un esprit forgé par l'injustice. Et cette fois, elle ne tomberait pas. Son genou frappa son agresseur en pleine virilité, le pliant en deux dans un gémissement étranglé. Dans le même mouvement. Son coude percuta sa tempe, l'envoyant s'effondrer, inconscient, à côté de l'arme qu'il avait laissé tomber. À l'extérieur, l'agente spéciale Sarah Morrison du FBI dirigeait l'opération d'arrestation avec une précision chirurgicale. Depuis 2 ans, elle traquait les ramifications financières de la famille Torino, assemblant patiemment les preuves nécessaires pour faire tomber leur empire criminel. L'appel de Jen avait fourni les dernières pièces du puzzle, permettant enfin de passer de l'enquête à l'intervention armée. Coup de feu à l'intérieur du bâtiment. Annonça un agent dans son radio. Plusieurs suspects, une civile. Elena Hartwell est à l'intérieur. La voix de Shane grésilla en réponse. C'est notre témoin clé. Priorité absolue. La sortir vivante. En entendant son nom filtré à travers le vacarme tactique, Elena réalisa que son cauchemar touchait peut-être à sa fin. 20 ans à se croire coupable. 20 ans de honte. De bannissement, de solitude. Et maintenant, la vérité était à portée de main. Il ne lui restait plus qu'à survivre aux quelques minutes les plus dangereuses de sa vie. Torino, acculé, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il agrippa Marcus par le col et le souleva brutalement, l'utilisant comme bouclier humain tandis qu'il se dirigeait vers la sortie du bâtiment. Rusty, affolé, aboyait sans relâche, mais le criminel appuya le canon de son arme contre la tempe de Marcus. « Je veux un passage sécurisé », hurla-t-il en direction des agents. Une voiture prête à partir. Des routes dégagées, où Marcus meurt. Elena sentit un rire amer lui remonter à la gorge. Ironie suprême, après avoir assassiné ses parents, après avoir détruit sa vie, après avoir bâti 20 ans de mensonges, Marcus dépendait désormais des forces fédérales pour sauver sa propre peau de l'homme à qui il avait vendu son âme. La réponse de Morrison claqua comme un coup de tonnerre. Aucun accord, Torino. Vous êtes encerclés, en infériorité numérique et sans issue. Rendez-vous maintenant, et vous aurez peut-être la chance d'assister à votre propre procès. Le face-à-face s'étira, pesant, le silence seulement ponctué par les hurlements du vent et les ordres murmurés des forces d'intervention qui resserraient peu à peu leur étau. Elena suivait chacun des tressaillements du regard de Torino, l'instinct primal du criminel cherchant une sortie, l'intuition tout aussi claire que toute capture signifierait une condamnation à vie. Et puis Rusty choisit son moment. D'un bond foudroyant, il échappa à Marcus et se jeta sur la main armée de Torino. Le coup partit, perforant le plafond, avant que le chien ne réussisse à déstabiliser le chef mafieux. Marcus profita de la confusion pour détaler vers les agents en hurlant qu'on le protège, tandis que Torino relevait son arme pour tirer sur son précieux cousin en fuite. Le tir du sniper de Morrison. C'est là le destin du criminel, une seule balle, parfaitement placée, mit fin à la menace. Elena sortit du bâtiment, les mains levées, aveuglée par les projecteurs. Autour de son cou, le pendentif d'émeraude de Catherine scintillait comme un symbole de survie. Après 20 années passées à fuir un mensonge, elle avançait enfin vers la vérité. Des heures plus tard, enroulée dans une couverture, les doigts agrippés à un gobelet de café tiède, Elena regardait le manoir illuminé par les projecteurs du FBI. Les enquêteurs s'activaient comme des ombres laborieuses, consignant chaque pièce à conviction qui scellerait le destin de Marcus. Rusty dormait à ses pieds, la tête posée sur ses chaussures, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse encore une fois. Shane s'approcha avec un dossier épais. Son visage marqué racontait mieux que des mots le soulagement d'un homme qui venait de clore une affaire qui le hantait depuis trop longtemps. Tes parents seraient fiers de toi, dit-il doucement en prenant place à côté d'elle. Ils n'ont jamais douté de ton innocence. Même lorsque les preuves semblaient écrasantes. Ils savaient que leur fille n'était pas capable de ce dont Marcus t'accusait. La gorge d'Elena se serra,
la douleur de 20 ans de silence remontant d'un coup. Ils sont morts en me croyant coupable. Ils sont morts honteux de moi. Non, répondit Chen avec une fermeté tranquille. Il ouvrit le dossier, des lettres, photocopiées, écrites par ses parents. Ils sont morts en cherchant la vérité. Regarde. Ce sont des lettres qu'ils t'ont rédigées au fil des 5 années précédant leur décès. Ils ne les ont jamais envoyées, mais ils te cherchaient, Elena. Ils enquêtaient. Pour toi. Les mains d'Elena tremblaient en reconnaissant l'écriture de son père. Ma très chère Elena. Je sais que tu n'as jamais volé cet argent. Les preuves ont été fabriquées, les témoins manipulés. Je me bats pour comprendre ce qui t'arrive. Pardonne-moi d'avoir douté, même une seconde. Les mots de sa mère étaient encore plus bouleversants. Je rêve de toi chaque nuit. Nous allons te retrouver, mon amour. Nous allons laver ton nom. Nous allons te ramener à la maison. La dernière lettre, datée de 2 semaines avant leur mort, glaça Elena. Nous avons enfin la preuve que Marcus a orchestré tout cela. Le banquier est prêt à témoigner. Nous irons au FBI la semaine prochaine. Notre fille rentrera bientôt chez elle. Les larmes d'Elena coulèrent, profondes, violentes. Libératrice. Ses parents ne l'avaient jamais abandonnée. Ils avaient sacrifié leur vie pour la sauver. Morrison rejoignit le véhicule. Marcus parle. Il tente de négocier en dénonçant d'autres. Opération Torino. Mais avec les preuves que vous avez trouvées, plus celles de Chen, il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Elle expliqua l'ampleur du complot, 20 ans d'embezzlement, près de 8 millions de dollars volés dans les trusts familiaux, réinvestis dans des propriétés servant de façade aux opérations mafieuses. Que adviendra-t-il du manoir? Demanda Elena d'une voix hésitante. Il te revient, répondit Morrison. Le testament falsifié est nul, et toutes les revendications de Marcus reposaient sur la fraude. Avec la valeur des artefacts de Catherine, tu pourras restaurer la propriété et en faire le lieu historique qu'elle mérite d'être. Chen sourit. La National Park Service est très intéressée. Tu pourrais obtenir des subventions pour la restauration. Elena contempla le manoir différemment, non plus comme une ruine hantée par le passé, mais comme un sanctuaire construit par Catherine pour offrir une chance de liberté aux opprimés. Morrison ajouta une dernière révélation, un document trouvé dans le coffre-fort de Marcus. Une lettre de confession détaillant ses crimes, écrite de sa propre main. Probablement comme assurance contre ses complices. En la lisant, Elena comprit qu'il venait d'offrir lui-même la preuve ultime de sa culpabilité. Au lever du jour, un sentiment nouveau envahit Elena, une légèreté longtemps oubliée. Elle n'était plus la jeune femme brisée ayant fui dans la nuit 20 ans plus tôt. Elle était l'héritière de Catherine. Gardienne d'un héritage moral et historique. 6 mois plus tard, Elena se tenait dans le hall restauré du manoir, observant l'installation du dernier tableau de la galerie familiale. On la voyait aux côtés de Rusty, dans le jardin du domaine. On pouvait lire dans ses yeux un apaisement qui avait manqué 20 ans durant. La restauration du manoir avait avancé plus vite que prévu, les subventions fédérales et la valeur des objets historiques avaient financé une renaissance spectaculaire. Mais Elena avait exigé que l'essence du lieu soit respectée. Un foyer familial, oui, mais aussi un refuge pour les persécutés. La pièce secrète avait été transformée en un musée dédié à l'Underground Railroad. Le journal de Catherine, ses artefacts. Ses listes de noms, tout cela racontait désormais l'histoire courageuse d'une femme qui avait risqué sa vie pour offrir la liberté à des inconnus. Pourtant, Elena voulait aller plus loin. L'allée avait été convertie en logement transitoire pour femmes sans domicile, avec accompagnement psychologique et formation professionnelle. Elle voulait offrir à d'autres ce qu'on lui avait refusé, dignité, sécurité, un nouveau départ. Mademoiselle Hartwell, dit une voix douce. Rebecca Martinez, l'une des premières résidentes, apparut avec sa fillette. Les journalistes sont arrivés pour l'entretien. Elena se regarda dans le miroir, une femme plus forte, plus sereine, plus vivante que jamais. Elle parlerait aujourd'hui de ce que signifiait être sans abri. Du poids du jugement, de l'injustice systémique qui brise des vies dans l'indifférence générale. On croit que la rue est toujours le résultat d'un échec personnel, dit-elle au reporter.
Mais parfois, c'est le résultat de trahison, de manipulation, de crimes qu'on ne peut pas prouver. Beaucoup de femmes ici ont été détruites non par leur choix, mais par la cruauté des autres. Dans son bureau à l'ancienne bibliothèque transformée, elle travaillait à un livre mêlant l'histoire de Catherine à la sienne, 2 femmes, 2 siècles différents, un même combat pour la vérité. Rusty, fidèle gardien, dormait à ses pieds, mascotte adorée des résidentes. Les histoires de renaissance se multipliaient, Maria, ancienne enseignante ruinée par des dettes médicales, dirigeait désormais les programmes pédagogiques, Jennifer, vétérane en proie au PTSD, supervisait la sécurité et la maintenance. Chacune reconstruisait sa vie, prouvant qu'on ne se définit jamais par ses chutes, mais par la force avec laquelle on se relève. Avec le temps, la ville elle-même avait changé. Ceux qui l'avaient rejetée autrefois l'approchaient maintenant avec des excuses. Maladroite, honteux d'avoir cru les mensonges de Marcus. Certaines relations purent être réparées. D'autres restaient. Fin cohérente au texte donné. Les nouvelles découvertes mirent au jour d'autres trésors familiaux disséminés dans chaque recoin du manoir. Catherine avait été infiniment plus méthodique que quiconque ne l'avait imaginé, elle avait glissé des objets de valeur dans des panneaux secrets, des compartiments cachés, des doublures de murs, comme si elle avait prévu que seule une âme patiente, guidée par la justice et la résilience, finirait par les retrouver un jour. Chaque trouvaille ajoutait de nouvelles ressources au programme d'hébergement et aux efforts de préservation historique, renforçant ce pont fragile qui reliait le passé héroïque à l'avenir qu'Helena s'efforçait de construire. Au moment de se préparer pour la cérémonie de dédicace du soir, Helena réfléchit à l'immense changement que sa vie avait connu en un an. 12 mois plus tôt. Elle dormait dans des entrées de magasins, s'abritait sous des porches pour échapper à la pluie, fouillait les bennes d'ordures à la recherche de restes. Et ce soir, elle s'apprêtait à accueillir des élus locaux, des historiennes, des membres de la communauté et d'anciennes résidentes sans abri pour célébrer l'ouverture de la Catherine Hartwell Freedom House, un lieu où l'engagement passait en vert. La justice nourrirait les possibilités de demain. La plaque de bronze scintillait sous la lumière de l'après-midi lorsque la mère Patricia Collins la dévoila avec toute la solennité requise. On pouvait y lire. Par désignation du Registre national des lieux historiques, Hartwell Manor est reconnu comme une station majeure du chemin de fer clandestin, préservée pour les générations futures grâce à la vision et au dévouement d'Helena Hartwell. Quand les applaudissements éclatèrent sur la pelouse du manoir, un frisson parcourut Helena. Elle fixa l'inscription, mesurant le poids de ces mots. Après 160 ans d'ombre et de silence, la bravoure de Catherine était enfin portée au grand jour. Dr Amanda Foster, de la Société historique de l'État, s'avança pour s'adresser au public. Sa voix portait une dignité tranquille. La Catherine Hartwell Freedom House représente bien plus qu'un site préservé. Elle montre comment les valeurs d'une génération peuvent inspirer la suivante à poursuivre le combat pour la justice. Helena contempla les visages rassemblés. Des anciennes résidentes du refuge se tenaient côte à côte avec des conseillers municipaux. Des historiennes discutaient avec des travailleurs sociaux, même certaines personnes qui, autrefois, l'avaient jugée ou évité l'applaudissaient maintenant sans réserve. La cérémonie était plus qu'un hommage au passé, c'était une validation du présent et une promesse d'avenir. Lorsque les discours s'achevèrent, Sarah Chen s'approcha d'Helena. Son sourire avait retrouvé l'éclat innocent de leur enfance. « Je te dois des excuses depuis 20 ans, murmura-t-elle. J'aurais dû te croire, j'aurais dû remettre en question les preuves au lieu de t'abandonner. Helena la prit dans ses bras. Une autre blessure du passé venait de se refermer. Nous étions des enfants, Sarah. Marcus a manipulé tout le monde, toi comprise. Mais tu as raison sur une chose, je n'ai jamais volé. Pas même un biscuit de la boîte de ta mère quand nous avions 10 ans. Sarah rit entre 2 larmes. Je suis si fier de toi. Ma fille Rebecca fait du bénévolat dans ton programme d'alphabétisation. Et elle dit que tu changes des vies chaque jour. Tout au long de l'après-midi, un flux continu de visiteurs parcourut le musée consacré au chemin de fer clandestin. Helena guida des groupes à travers les passages secrets, raconta les opérations nocturnes, les fugues risquées, les actes de courage inimaginables dont Catherine avait été témoin. Les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts. Captivés par ces récits de survie miraculeuse, les adultes, eux, semblaient mesurer le poids de la bravoure nécessaire pour risquer sa vie au service de la liberté d'inconnus. Dans la bibliothèque.
Restaurée, Elena accueillit le Dr James Washington, historien de l'université Howard, venu spécialement examiner le journal de Catherine. En feuilletant les pages du carnet de cuir, il souffla. Émerveillé. C'est une documentation extraordinaire. La plupart des archives du chemin de fer clandestin ont été détruites pour protéger les participants. Les détails consignés par votre arrière-arrière-grand-mère sont inestimables pour comprendre le fonctionnement réel du réseau. Il ajouta que le journal serait inclus dans un ouvrage majeur sur le rôle des femmes dans ce mouvement clandestin. L'histoire des Hartwell s'apprêtait à atteindre un public académique considérable. En fin de journée, Elena visita l'aile du refuge, vérifia l'état des chambres et passa en revue les statistiques du programme. En 6 mois, la Freedom House avait hébergé 43 femmes et enfants, avec un taux de réussite de 85% dans leur transition vers une vie autonome. Mais pour Elena, ces chiffres représentaient bien plus que des statistiques, c'étaient des familles réunies, des vies réparées, des avenirs rendus possibles. Maria Santos, ancienne enseignante devenue directrice pédagogique, arriva avec le rapport mensuel. 12 femmes inscrites au programme GED, 8 en cours d'informatique, 6 en formation professionnelle. Rebecca Martinez a été embauchée comme guichetière, et Jennifer Williams commence l'école d'infirmière le mois prochain. Elena sentit un élan de fierté. Ce qu'elle reconstruisait ici n'était pas seulement un refuge, c'était un tremplin vers la dignité, la confiance et la possibilité de rêver à nouveau. Alors que le soleil se couchait derrière les chênes centenaires, Elena s'arrêta dans le jardin, exactement là où elle se tenait 8 mois plus tôt lorsqu'elle était revenue au manoir pour la première fois. Rusty marchait à ses côtés, vieillissant mais toujours vigilant. Fidèle protecteur de leur paix durement gagnée. Le jardin renaissait, légumes parfaitement alignés, fleurs débordant de vie, une harmonie fragile mais réelle. Mrs. Patterson apparut à la porte du jardin, un plat couvert entre les mains. Sa voix, autrefois teintée de distance, vibrait désormais d'une chaleur sincère. Je me suis dit que tu aurais faim après cette longue journée. C'est la recette de ta mère, le gratin de haricots verts. Je l'ai retrouvé dans le vieux livre de cuisine de ma grand-mère. Elena accepta le plat, émue. Même la ville guérissait. Les voisins réapprenaient à voir au-delà des mensonges qui les avaient aveuglés pendant 2 décennies. Les relations se reconstruisaient. La confiance renaissait. Une nouvelle communauté s'élevait. Plus forte d'avoir traversé la honte, la peur et la manipulation. La plaque de bronze refléta les derniers rayons du jour, portant ce serment silencieux, la vérité, une fois révélée, survivrait bien plus longtemps que ceux qui avaient tenté de l'enterrer. 1 an plus tard, Elena se tenait dans le même jardin restauré, la clé dorée du manoir au creux de la main. Une nouvelle famille arrivait à la Freedom House, Lisa Chen et ses 2 jeunes enfants. Elena reconnut dans leurs yeux ce mélange de peur et d'espoir qu'elle avait autrefois porté elle-même. Rusty trottina près d'elle, désormais plus lent, mais 3 nouveaux compagnons complétaient la petite meute, Shadow, un croisé berger allemand servant de chien thérapeutique, Luna et Star, 2 chiots golden retrievers adorés par les enfants du refuge. Le manoir était devenu un havre pour les humains comme pour les animaux en quête de seconde chance. « Madame Elena !» cria le petit Tyler en découvrant le pommier au centre du jardin. « On peut cueillir des pommes ?» Elena sourit. Elle se souvenait du jour où, enfant, elle avait planté cet arbre avec Margaret. Aujourd'hui, il nourrissait une nouvelle génération. Le courrier du matin avait apporté un message inattendu, un article en première page du journal local racontait sa trajectoire, la purgeant officiellement de tout soupçon et présentant des excuses pour avoir relayé les mensonges de Marcus. Le titre proclamait « De l'exil à la rédemption, le parcours d'Elena Hartwell, héroïne de sa ville natale ». On y détaillait comment la Freedom House était devenue un modèle régional, attirant des organismes sociaux, des chercheurs et des donateurs. Elena était invitée à des conférences pour parler de solutions innovantes contre l'itinérance, inspirée de son propre vécu. Mais les remerciements qui la touchaient le plus venaient des femmes dont la vie avait changé. Rebecca Martinez, désormais assistante sociale. Jennifer Williams, infirmière diplômée travaillant à l'hôpital du comté. Maria Santos, redevenue enseignante et créatrice de programmes d'alphabétisation. Leur réussite formait une constellation d'espoir.
Grâce à de nouveaux financements, Helena avait acquis 2 propriétés voisines pour agrandir le campus. La Freedom House devenait un véritable centre de renaissance pour femmes et enfants. Dans la section musée, elle trouva la Dr Foster guidant un groupe d'historiens. Le récit de Catherine faisait partie du circuit touristique régional, attirant des milliers de visiteurs venus comprendre comment des femmes ordinaires avaient accompli l'extraordinaire. La pièce secrète où Helena avait découvert la trahison de Marcus était maintenant une salle de méditation. Sur les murs figuraient des citations de combattants de la liberté. Au centre, dans une vitrine climatisée, reposait le journal de Catherine, ouvert à la page où elle avait écrit « Certaines causes méritent tous les sacrifices ». Le livre d'Helena, Salle cachée, histoire secrète d'une famille et de la liberté, publié 6 mois plus tôt, rencontrait un grand succès. Les droits d'auteur finançaient des bourses pour d'anciennes sans-abri. Puis vint l'appel, Marcus était mort en prison. Son corps avait cédé sous le poids de la culpabilité et du mensonge. Helena ne ressentit ni victoire ni soulagement. Seulement une tristesse profonde pour un homme qui avait systématiquement choisi la destruction au lieu de la vérité. Le soir, lors du dîner communautaire, la longue table, autrefois réservée aux élites, accueillait désormais des familles retrouvant l'espoir. Les conversations, les rires, les accents variés donnaient vie à ce lieu jadis figé dans le silence. Plus tard, Helena s'installa sur le porche, Rusty couché à ses pieds. Le ciel se teintait de pourpre et d'or. La clé dorée reposait dans sa poche, plus un symbole de perte, mais celui de tout ce qu'elle avait reconquis. Le jardin bruissait de vie. La plaque de bronze scintillait sous les derniers reflets du jour. Helena comprit que la justice pouvait être retardée, mais jamais définitivement refusée à ceux qui persévéraient. À l'intérieur du manoir, des éclats de rires enfantins s'élevaient, résonnant là où jadis ne vivaient que des secrets. La Catherine Hartwell Freedom House était enfin devenue ce que Catherine avait rêvé, un sanctuaire de guérison, un phare pour les âmes perdues, et un héritage vivant où le passé éclairait l'avenir. Helena Hartwell était, enfin, véritablement chez elle.